Bienvenue à la leçon numéro 15 qui s'intitule Mémoire virtuelle et qui fait partie du cours Architecture des ordinateurs. Donc, dans cette leçon, nous allons voir les problèmes posés par la taille de la mémoire centrale dans une première partie. Après, on verra dans la deuxième partie les techniques de gestion mémoire. Et dans la troisième, nous verrons la pagination et mémoire virtuelle. Bon, bien sûr, comme vous le savez, les applications actuellement sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire ils ont une taille assez grande. Et le problème de la taille mémoire, quoique les fabricants et les concepteurs de machines, malgré les efforts qu'ils font pour augmenter la taille de ces mémoires, on a toujours affaire à des informaticiens qui développent des applications qui occupent énormément d'espace. Et on tombe toujours dans le problème de la taille de la mémoire centrale et comment surmonter cette difficulté pour ne pas avoir un message qui affiche sur votre ordinateur mémoire insuffisante. Donc, on verra dans la première partie les problèmes posés par la taille de cette mémoire centrale. Dans la deuxième partie, les techniques de gestion, comment on pourrait, moyennant des techniques rudimentaires que les fabricants ont intégrées pour pouvoir améliorer la taille de cette mémoire centrale. Et on verra quelques méthodes telles que la pagination, la segmentation dans la troisième partie. Donc, dans cette première partie, on verra les problèmes posés par la taille de la mémoire centrale, les problèmes posés surtout par la taille des nouvelles applications qui prennent de plus en plus d'espace. Et bien sûr, ceci est dû au fait qu'on a affaire de plus en plus à des services, donc les informaticiens et même plutôt les utilisateurs, surtout depuis que l'informatique a été à la portée du grand public. Donc on a des applications multimédia, des applications qui sont de plus en plus gourmandes en matière de consommation, d'espace mémoire, et ils exigent bien sûr des mémoires toujours plus grandes. Donc que se passera-t-il bien sûr si le programme est plus grand que la mémoire centrale? Donc lorsque vous avez bien sûr un programme plus grand que la mémoire, qui a une taille plus grande que la mémoire centrale, bien sûr, si vous n'avez pas un mécanisme de gestion en mémoire, le processeur, il va le prendre de votre disque, il voudra le charger dans la mémoire centrale, il ne trouvera pas de place, il va vous dire mémoire insuffisante, il ne pourra pas l'exécuter. Par contre, si votre machine a un mécanisme de gestion en mémoire, il va jongler avec ce qu'on appelle la mémoire virtuelle, entre la mémoire centrale et le disque dur. Votre application sera très lente, elle n'aura pas le temps de réponse comme si on travaillait entièrement sur une mémoire centrale, mais l'application va tourner quand même. Comment faire pour exécuter bien sûr aussi plusieurs programmes en même temps? C'était la question qui a été posée il y a fort longtemps pour pouvoir faire ce qu'on appelle du multitâche ou du multiprogrammation. Multitâche, comment plusieurs personnes peuvent travailler sur le même processeur, sur la même mémoire, tout en croyant qu'on travaille tout seul. Ou plutôt, le processeur pourra donner un delta T à chaque utilisateur et il gère les programmes des utilisateurs. Donc, il gère plusieurs utilisateurs. De la même façon, comment aussi gérer le chargement de plusieurs applications dans la même mémoire. Je peux travailler tout seul sur une seule machine, mais je peux charger le premier programme et je charge le deuxième et je peux naviguer entre Excel, Word, PowerPoint et d'autres applications. Donc l'ensemble de mes programmes sont chargés dans la mémoire centrale, chacun à un endroit, et c'est le mécanisme de gestion en mémoire qui permet de gérer l'ensemble de mes programmes. Ils sont tous chargés en mémoire et je peux les exécuter tous en même temps et ils travaillent en parallèle. Donc les données qui sont en général stockées dans des disques durs, dans des bandes ou dans des mémoires secondaires, bien sûr, lors de l'exécution,
ils sont récupérés, ils sont chargés en mémoire. Et je peux charger plusieurs programmes, chacun à sa place et chacun dans un espace. Et le processeur, ou plutôt le système d'exploitation, s'occupe de la gestion de ces programmes dans la mémoire centrale. Bien sûr, au départ, au début de l'informatique, lorsqu'on n'avait pas le mécanisme de gestion en mémoire, au début, je me rappelle, lors de l'apparition des premiers micro-ordinateurs, le XT, il n'avait pas de mécanisme de gestion en mémoire. On travaillait en DOS, et lorsqu'on avait des applications qui étaient plus grandes, l'exécutable était plus grand que la taille de la mémoire centrale du processeur, on était obligé de découper notre programme. Je me rappelle qu'on avait fait un programme dans les années, disons, fin des années 80, sur un XT qui avait un 64 kilooctets. Le programme était il dépassait largement les 64 kilos. On l'avait découpé en plusieurs morceaux. Il y avait un programme principal qui était résident dans la mémoire centrale. Et ce programme, chaque fois qu'il avait besoin disons, dans le menu principal, chaque fois qu'on avait besoin d'un menu, ce menu était un programme à part et il était chargé dans la mémoire centrale pour pouvoir s'exécuter. Lorsqu'on passait dans le menu à un autre programme, à une autre partie, le système, on avait développé le programme nous-mêmes, il virait le premier et il le remplaçait par le deuxième. Et chaque fois que l'utilisateur passe dans son menu d'une fonction à une autre, chaque fonction était un programme et le nouveau programme remplaçait l'ancien. Bon, ça prenait quelques secondes, mais bon, on n'avait pas le moyen, on n'avait pas le choix. Donc au départ, le problème était réglé par les programmeurs eux-mêmes, mais bien sûr, au fur et à mesure, les concepteurs de machines ont compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait l'intégrer dans le système lui-même, et ils ont pensé à des techniques de gestion mémoire pour pouvoir surmonter cette difficulté de gestion de la mémoire, ou plutôt de gestion des programmes dans la mémoire. Donc, les techniques de gestion mémoire s'imposent dans le cas où on a des systèmes multitâches, multi-utilisateurs. Donc, multitâches, plusieurs applications peuvent tourner en même temps. Et multi-utilisateurs, plusieurs personnes peuvent travailler sur la même unité centrale. Et chacun a un delta T associé à son application. Bien sûr, plus le nombre de personnes augmente, plus le temps de réponse diminue, certainement. Donc, la technique de gestion en mémoire s'impose aussi dans le cas où on veut faire de la protection de certaines ressources, et notamment des zones mémoire qui sont utilisées par le processeur ou par le système d'exploitation. Dans le cas où, par exemple, le processeur doit disposer d'une zone mémoire dans la mémoire centrale qui sera propre aux paramètres de son système, dans laquelle il va placer des variables qui lui permettent de gérer son système, en aucun cas, les utilisateurs ne doivent être autorisés à accéder à ces zones mémoire. S'ils modifient ces paramètres, tout le système risque de se planter, risque de se bloquer et on ne pourra plus fonctionner. Bien sûr aussi, les techniques de gestion mémoire aussi sont utilisées pour le contrôle d'accès à certaines zones mémoire. Donc, pour protéger les zones mémoire contre l'écriture, et des fois même pour éviter l'accès à des zones mémoire pour les lire. Dans le cas où, bien sûr, il y a des zones qui contiennent des informations importantes pour le système ou des informations qu'il ne faut pas que l'utilisateur puisse les accéder, même en cas de lecture, il ne doit pas être autorisé à les accéder. Donc, bien sûr, aussi les techniques de gestion mémoire s'imposent lorsque le processeur et les programmes travaillent dans un espace mémoire qui est indépendant de l'espace physique, notamment pour faire ce qu'on appelle de la mémoire virtuelle. Donc, pour pouvoir faire de la mémoire virtuelle, la gestion mémoire s'impose. Donc, on verra plus tard que, des fois, pour pouvoir augmenter la taille de la mémoire centrale, pour certains programmes, par exemple, je donne l'exemple, par exemple, où vous avez une application, par exemple, qui a besoin de 1 giga de mémoire.
centrale et votre processeur, ou plutôt votre système, n'a que 512 mégas de mémoire centrale. Vous pouvez utiliser une partie de la mémoire, plutôt une partie du disque dur, comme mémoire virtuelle pour augmenter la mémoire centrale. Bon, bien sûr, si vous aviez 1 giga de mémoire centrale, le programme va tourner correctement, sans aucun retard, sans aucun problème. Par contre, lorsque vous utilisez une partie de la mémoire comme mémoire virtuelle sur le disque dur, eh bien, votre programme, vous allez vous rendre compte qu'il va tourner au ralenti. Il y aura un temps de réponse qui n'a rien à voir avec le temps de réponse si vous aviez la totalité de la mémoire centrale, plutôt la totalité de la taille dans la mémoire centrale. Donc, bien sûr, le processeur et les programmes peuvent travailler dans un espace mémoire indépendant de l'espace physique, parce que la mémoire physique, c'est ce qui correspond à la mémoire centrale. Et le terme virtuel vient du fait que on simule, on fait croire au programme que c'est la mémoire, il a 1 giga de mémoire centrale, alors qu'en fait, la mémoire centrale ne fait que 512 mégas, et le reste, il est pris sur le disque dur. C'est pour ça qu'on l'appelle mémoire virtuelle. Donc, les techniques de gestion mémoire nécessitent ce qu'on appelle un mécanisme de traduction, qui permet de traduire les adresses logiques en adresses physiques. Bien sûr, lorsqu'on travaille directement sur la mémoire centrale, bon, on travaille directement sur des adresses physiques, mais dès que votre système dispose de la possibilité de travailler en mémoire virtuelle, forcément les adresses qu'il manipule sont des adresses virtuelles ou adresses logiques. Et le mécanisme de traduction prend les adresses virtuelles ou adresses logiques et il fait la traduction en adresses physiques. Et c'est les adresses physiques qu'on récupère à partir du traducteur, du mécanisme de traduction, qui seront envoyées vers les unités physiques en question. Si c'est la mémoire centrale, ben, il va générer l'adresse physique vers la mémoire centrale. Si la donnée est dans le disque dur, il va générer l'adresse vers le disque dur. Donc ce mécanisme de traduction permet de translater l'adresse physique, l'adresse logique ou adresse virtuelle vers l'adresse physique. Donc ce mécanisme de traduction est effectué par un procédé qui s'appelle le MMU, Memory Management Unit, qui s'intercale entre le processeur et la mémoire centrale. Donc le processeur, lui, puisque les programmes des utilisateurs tournent sur le processeur, donc il génère des adresses logiques ou adresses virtuelles, et le MMU, le mécanisme de gestion mémoire, récupère ces adresses logiques et il les traduit en adresses physiques qui seront envoyées vers la mémoire. Donc que ce soit pour faire du multitâche, pour faire du multiprogrammation, ou pour utiliser une partie du disque dur comme mémoire virtuelle pour augmenter la taille de la mémoire centrale, on utilise ce MMU, ce Memory Management Unit. Donc dans certaines littératures, vous trouvez PMMU, ça veut dire Paged Memory Management Unit. C'est une gestion mémoire, une unité de gestion mémoire paginée. Parce que le MMU, ça veut dire mécanisme, unité de gestion mémoire, Memory Management Unit. Donc le MMU, bien sûr, est composé, l'élément de base de ce MMU est un registre de configuration des tables, de configuration bien sûr, et des tables. Donc on a des registres de configuration du mécanisme de translation et un ensemble de tables. Parce que la translation se fait surtout par des tables. Dans la table, on a la correspondance entre l'adresse logique et l'adresse physique. Donc il fait la translation des adresses. Donc deux techniques sont utilisées dans la majorité des systèmes informatiques. On trouve ces deux techniques, la segmentation de l'espace mémoire ou la pagination de l'espace mémoire.
Donc la segmentation, dans la technique de segmentation, on travaille surtout par des segments. C'est des segments en général de longueur variable. Dans la technique par pagination, on travaille par page. Dans ce cas, c'est des pages de taille fixe. Donc pour simuler, ou plutôt pour expliquer un peu, pour vulgariser le fonctionnement de la mémoire virtuelle, bien sûr, du moment où on a un mécanisme de traduction d'adresses, forcément les adresses vues par les programmes des utilisateurs, pour chaque programme, pour lui, disons pour le processeur, est implanté à l'adresse 0. Donc tous les programmes commencent à l'adresse 0. C'est une adresse virtuelle, puisque dans les programmes, on ne voit pas les adresses physiques. Et c'est le mécanisme de traduction qui prend l'adresse virtuelle et il la traduit en adresse physique. Donc lorsque, bien sûr, un utilisateur prend un programme, il veut l'exécuter. Donc ce programme, pour l'utilisateur, il est à l'adresse 0, mais pour le système d'exploitation, plutôt pour la mémoire centrale, il n'est pas à l'adresse 0. Donc chaque programme est logé à une partie. Je peux avoir, par exemple, j'ai 3 programmes dans ma mémoire centrale, plutôt j'ai lancé 3 programmes en même temps. Donc pour moi, en tant qu'utilisateur, ils sont tous à l'adresse 0. Donc j'ai le programme 1, le programme 2 et le programme 3. Mais pour la mémoire physique, chaque programme occupe une partie de la mémoire centrale. Donc ça, c'est la mémoire physique. Et ça, c'est la mémoire virtuelle allouée à chaque programme. Donc le programme 1 occupe, par exemple, 2 pages ou 2 segments et quelques poussières. Le programme 2 occupe 4 blocs. Et le programme 3 occupe 2 et quelque chose, quelques poussières ici, d'un bloc. Donc, ici, pour la mémoire physique, le programme 1, il se situe ici. Pour le programme 2, il est placé ici. Et pour le programme 3, il est là. Et bien sûr, c'est le mécanisme de traduction d'adresse ou de translation d'adresse qui fait cette association. Donc malgré que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai que des adresses virtuelles, mais lui, il prend ces adresses virtuelles et il les convertit en adresses physiques. Donc la segmentation consiste à découper la mémoire en plusieurs segments de taille variable. Donc la taille des segments dépend des programmes, bien sûr. Donc une zone mémoire est définie, bien sûr, par l'adresse logique de début du segment et la taille de la zone à allouer. Et bien sûr, lorsqu'on travaille en segmentation, chaque programme a un segment. Bon, on verra bien sûr qu'il peut avoir plusieurs segments en séparant les données et les programmes. Et des fois même la pile. Donc il réserve une zone pour la mémoire, une zone pour la pile et une zone pour les données. Plutôt pour programme, données et pile. L'adresse, bien sûr, de destination. Donc un segment est caractérisé par l'adresse logique de début, la taille de la zone mémoire à allouer, l'adresse de destination, bien sûr dans la mémoire physique, et bien sûr un bloc mémoire correspond à une entité logique, code segment, data segment et stack segment. Donc code segment correspond à la partie, le segment du programme, data segment correspond au segment alloué aux données dont le programme a besoin, et stack segment correspond à la pile qui sera allouée au système, surtout lorsque il y a des paramètres à transmettre en des routines, par exemple, qui sont dans le programme, ou si on travaille si on a des programmes qui nécessitent la récursivité, forcément on utilise de la pile. Donc les domaines d'utilisation de la pile sont multiples, donc il faut absolument lui réserver de la place pour sauvegarder, dans le cas où on a des routines, des appels à des fonctions, donc ça sauvegarde les adresses de retour. Et dans le cas du programme de récursivité, ça nous sert pour la transmission des paramètres. Donc la deuxième technique, c'est la pagination.
Et dans cette technique, toutes les pages ont une taille identique. C'est-à-dire que l'ensemble des pages, lorsqu'on travaille avec la méthode par pagination, toutes les pages ont la même taille. Et on peut allouer, bien sûr, plusieurs pages pour le même programme. C'est-à-dire que si on a un programme qui fait une taille déterminée, on peut le découper en des tailles, en des morceaux qui chacun correspond à la taille de la mémoire virtuelle. Et bien sûr, on peut prendre chaque morceau et on peut le mettre dans une page de la mémoire physique. Donc on a aussi une correspondance page logique, tâche physique, puisque un programme, lorsqu'il est implanté dans la mémoire physique, ben, il sera implanté dans différentes pages. Les pages peuvent être des pages adjacentes, dans des adresses consécutives, comme elles peuvent être éparpillées dans la mémoire centrale. Je peux avoir un programme qui est logé dans la page numéro 1, la première partie dans la page numéro 1, la deuxième partie dans la page numéro 5, la troisième partie dans la page numéro 18, ainsi de suite. Donc il peut être éparpillé sur différentes pages qui sont distinctes. Et dans ce cas, on a besoin d'une table de correspondance, page logique, tâche physique, ou page physique. Donc chaque page, bien sûr, a un descripteur. Dans ce descripteur, on met, bien sûr, cette page, elle sera implantée dans une zone mémoire bien spécifique de la mémoire centrale. Et il y a un descripteur qui nous décrit, bien sûr, qui contient l'association ou la correspondance page logique, page physique, et un certain nombre de bits de validité, un certain nombre de bits qui nous permettent de faciliter la gestion, plutôt le mécanisme de gestion de cette page pour faciliter la gestion de la mémoire virtuelle. Donc cette technique de pagination est mieux adaptée pour les systèmes de mémoire virtuelle. Et la majorité actuellement des systèmes utilisent la méthode de pagination, bien sûr. Donc admettons qu'on a dans notre mémoire virtuelle 3 programmes. Donc on a lancé 3 programmes en même temps, en parallèle. Donc on a le programme 1 en vert, le programme 2 en bleu et le programme 3 en gris ici. Donc le programme 1 occupe en principe, lorsque je travaille moi en tant que programmeur, tous les programmes démarrent à l'adresse 0, l'adresse virtuelle 0. Mais lui, si on fait l'association avec la mémoire virtuelle, le nombre de pages en faisant l'association de la taille de notre programme avec la taille des pages de la mémoire physique. Donc le premier programme occupe 2 pages et quelques. Donc en principe, dans la mémoire physique, il va prendre 3 pages. Même s'il n'y a que 2 octets ici dans la 3e page. Donc dès qu'il empiète sur une page, ben, c'est toute la page qui sera occupée dans la mémoire physique. Bon. La mémoire, la pagination a un avantage d'être très souple dans sa gestion, mais elle a un inconvénient, c'est de perdre l'espace, surtout dans la dernière page, même s'il y a un octet ou 2, ben ça sera toute la page qui sera occupée. Le deuxième programme occupe 1 page et demie, et le troisième occupe 3 pages et demie à peu près. Donc, dans la mémoire physique, le mécanisme de traduction d'adresse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les programmes. Chaque fois qu'on lance un programme, ben, il va le prendre et il va le charger dans la mémoire centrale. Donc le programme 1 aura 3 pages. Donc la page 1, donc on voit en vert ici le programme 1. Et on constate bien que le système pourrait éparpiller les pages. Donc on a la page 0 du programme 1, elle est là, à l'adresse 0x500. La page 1, elle est ici, et la page 2, elle est là. Le programme 2, il occupe 2 pages, il devra occuper 2 pages. Donc la page 1, la page 0 plutôt, on la trouve ici, et la page 2 est là.
le programme 3, il devra en principe occuper 4 pages. Donc la page 0, elle est là. Elle est adjacente avec la page 1. Par contre, la page 2 est là. Et la page 3 se trouve encore plus loin. Donc, physiquement, les programmes sont implantés dans la mémoire physique de cette façon. Mais moi, en tant qu'utilisateur, le système me fait croire que mon programme est entièrement commence à l'adresse 0 et qu'il est à des adresses consécutives. Donc on entame la partie de notre cours pagination et mémoire virtuelle. Donc on va voir comment le système fait ces traductions entre mémoire virtuelle et mémoire physique. Donc le but de la pagination, bien sûr, est d'obtenir une mémoire virtuelle à très grande capacité. C'est-à-dire que malgré que le système pourrait avoir une mémoire centrale d'une certaine taille, mais si on lui dit qu'il est possible d'utiliser de la mémoire virtuelle, il pourrait l'étendre sur le disque dur en fixant bien sûr un certain nombre de paramètres dans le système d'exploitation pour pouvoir lui donner l'autorisation d'occuper un espace dans le disque pour l'utiliser comme mémoire virtuelle. Donc bien sûr, le but de la pagination aussi de simplifier la gestion multiprocess, puisque pour pouvoir avoir un système qui peut gérer plusieurs processus en parallèle, pour les charger en mémoire et avoir les différentes informations sur ces processus, il n'y a que le mécanisme de gestion mémoire qui pourrait le faire, et surtout avec la pagination. Donc l'utilité mémoire centrale, plutôt la pagination, utilise la mémoire centrale plus le disque dur pour avoir une mémoire virtuelle de taille plus importante et offrir à l'utilisateur un espace confortable de travail. Donc le principe est équivalent au principe du cache, c'est-à-dire que le processeur travaille avec une correspondance, une table de correspondance, et bien sûr, lorsqu'on utilise une partie de la mémoire du disque dur comme une extension de la mémoire centrale, le problème qui va se poser, c'est que le système, lorsqu'il va chercher une page, comment il va faire pour la chercher? Donc, on a appliqué le même principe que le cache. Donc, il va chercher d'abord dans la mémoire centrale. S'il ne la trouve pas, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va dans le disque dur, il va récupérer la page, il va la loger dans la mémoire centrale et il va la traiter. Bon, ça, bien sûr, dans le cas où on a utilisé une partie du disque dur comme mémoire virtuelle. Donc, on a la mémoire physique, la mémoire centrale qui est la partie physique, et on a une partie du disque dur qui est utilisée comme mémoire. Donc, un programme qui dépasse la taille de la mémoire centrale sera logé en partie dans la mémoire centrale et en partie dans le disque. Seulement, étant donné que l'exécution se fait dans la mémoire centrale et non pas dans le disque, dans le cas où le processeur cherche une donnée, il ne la trouve pas dans la mémoire centrale, il va la chercher dans le disque, il va la récupérer, il va la mettre dans la mémoire centrale et il va exécuter les instructions. Donc c'est pour ça qu'on utilise le même principe du cache. Donc la mémoire principale contient bien sûr une copie du disque. Si un accès en mémoire centrale échoue, il y a copie du disque vers la mémoire centrale pour pouvoir exécuter la donnée. Donc on va parcourir quelques définitions pour mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire virtuelle. Donc page, c'est une unité de transfert, c'est l'équivalent d'un bloc dans la mémoire cache qu'on a vu dans les leçons 13 et 14. Il y a l'adresse virtuelle. Donc si on fait l'analogie avec la mémoire cache, c'est la clé d'un mot de la mémoire virtuelle. Donc c'est la clé, une adresse virtuelle d'un mot, c'est la clé de celui-ci. Bon, l'adresse physique, bien sûr, c'est l'adresse réelle du mot dans la mémoire ou dans le disque. Bien sûr,
puisque l'adresse physique, c'est l'adresse réelle dans la mémoire centrale et qui est envoyée par le mécanisme de traduction à la mémoire centrale. Donc celle-ci, lorsqu'on utilise le terme adresse physique, ben ça correspond à l'adresse où la donnée est placée. Bon, la mémoire physique, bien sûr, c'est la mémoire centrale de l'ordinateur. Parce que lorsqu'on utilise la mémoire virtuelle, on fait comprendre au programme qu'il a X mégas de mémoire, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est une partie correspond de cet espace, il est dans la mémoire centrale, et l'autre partie, elle est dans le disque dur. Donc la mémoire virtuelle, bien sûr, c'est la mémoire que le système d'exploitation, l'operating system, fait croire au programme ou à l'utilisateur qu'il lui a accordé. Alors qu'en fait, ce n'est pas la mémoire centrale. La mémoire virtuelle, elle est en partie constituée de la mémoire centrale, qui est la mémoire physique, et en partie, une partie du disque dur qui complète cette mémoire. Bon, bien sûr, un accès disque est de l'ordre du milliseconde, ça veut dire 1 million de cycles d'horloge processeur, et un accès mémoire est de l'ordre du nanoseconde, c'est de 1 à 10 cycles horloge processeur. Donc ça vous donne une idée sur le rapport, ou plutôt le temps de réponse, si on travaille dans la mémoire physique ou dans le disque. Donc lorsqu'on travaille dans la mémoire centrale, on a de 1 à 10 cycles d'horloge processeur pour récupérer un mot, alors que pour récupérer un mot du disque, il nous faut 1 million de cycles d'horloge processeur. Donc il y a un rapport pratiquement de 1 million. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque vous utilisez un programme assez gourmand en mémoire centrale, qui a besoin d'une mémoire centrale, d'une taille de mémoire centrale qui dépasse la taille de la mémoire centrale dont vous disposez, eh bien vous avez toujours un problème de temps de réponse. Votre application tourne pratiquement en ralenti. Vous sentez que votre processeur met énormément de temps pour vous répondre. Donc le principe de la pagination dans le MMU ou le PMMU, Paged Memory Management Unit, est le suivant. Donc on a l'adresse virtuelle est placée sur un certain nombre d'octets, donc elle a 2 champs. Il y a un premier champ dans lequel on met l'offset dans la page, c'est-à-dire le déplacement dans la page, et dans le deuxième champ, on a le numéro virtuel de la page. C'est quoi ces champs-là? Étant donné que notre système, ou plutôt notre mémoire centrale, sera découpée en pages, on a dit que c'est des pages de taille identique, donc ils auront une taille fixe. Donc dans notre cas, on est de 0, on utilise les adresses de 0 à 11, les bits de 0 à 11 pour adresser les pages. Donc c'est des pages de 2 kg. Donc on a affaire à des pages de 2 kg. Et bien sûr, la taille des pages doit être identique aussi bien dans la mémoire virtuelle que dans la mémoire physique. Donc le numéro de page, on le récupère, on le prend tel que. Donc il est récupéré tel que de l'adresse virtuelle. Par contre, ici, on a le numéro virtuel de la page, lui, il est récupéré, il passe par le mécanisme de translation, et le mécanisme de translation déduit le numéro physique de la page. Bon, bien sûr, comment il procède? Donc il a le système d'exploitation doit disposer d'une table de translation. Dans cette table, on met d'un côté le numéro virtuel et de l'autre côté le numéro physique. Et lorsque, par exemple, j'ai un programme, le processeur, je vais le charger dans un système qui dispose d'un mécanisme de gestion de la mémoire virtuelle. Donc lorsqu'il va prendre mon programme, il va le découper en pages, comme ce qu'on a vu dans les exemples tout à l'heure. Donc il va le découper en pages de taille identique, et ces pages, il va allouer une table
associée à ce programme. Donc la première page, il va la mettre dans la première case de la table de translation et il va mettre donc la page 0, page virtuelle 0. Il va chercher dans la mémoire centrale où il va placer la page 0 et il va mettre le numéro dans la table de translation. Donc d'un côté, on a la page physique virtuelle, numéro virtuel 0, et dans l'autre partie, on a le numéro de la page physique dans la mémoire centrale. Il va passer à la deuxième page de mon programme. Il va chercher où il va trouver de l'espace libre et il va rajouter dans la deuxième ligne de ma table de translation le numéro 2 pour l'adresse virtuelle et il va mettre dans l'autre partie, numéro de la page physique, numéro de page physique, il va mettre le numéro de la page de la zone physique où il va mettre la deuxième page, et ainsi de suite. Donc il va remplir cette table lors du chargement du programme et bien sûr, chaque fois que dans mon programme j'ai besoin d'une adresse, lorsque le processeur va demander une donnée avec une adresse déterminée, que va faire le mécanisme de traduction d'adresse? Il va dans la table, il prend l'adresse virtuelle et il récupère automatiquement dans l'autre case, puisqu'il y a la table physique, le numéro de page physique, il le récupère et il fait cette translation. Donc, numéro de page est récupéré automatiquement, plutôt l'offset dans la page, et le numéro de page, il est récupéré de la table. Et dans ce cas, je récupère directement l'adresse physique ici. Donc, avec cette table de translation, il fait associer l'adresse virtuelle de la page à l'adresse physique disons qu'il récupère à partir de la mémoire, de l'endroit où il a placé la page dans la mémoire physique. Et bien sûr, le principe de la pagination, bien sûr la translation est forcément une table, donc c'est un hardware beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer, et le repérage des pages n'est pas utilisé puisque l'affectation se fait simplement en remplissant la table avec numéro virtuel, numéro physique de la page. Pour illustrer ça, le fonctionnement de la mémoire virtuelle, donc on a l'adresse est envoyée par le processeur, elle va d'abord dans la table des pages mémoire. Celle-ci, il trouve que la table est plutôt le numéro de la page physique se trouve dans la table des pages, donc succès. Bien sûr, ici, l'adresse qui est envoyée, elle est envoyée en deux champs. Il y a le déplacement dans la page et la clé de la page. Et c'est ce qui correspond à l'adresse virtuelle. Donc, dans le cas où la correspondance adresse virtuelle, page physique, se solde par un succès. Donc l'adresse ici réelle est envoyée vers la mémoire centrale et on récupère la page. Donc c'est l'adresse de la page plus le déplacement. C'est l'adresse physique. Dans le cas où il y a échec, c'est-à-dire que on ne trouve pas dans la table l'association page virtuelle page physique, on va vers la table du disque et on récupère, on envoie l'adresse réelle physique vers le disque, on récupère la page, on la met dans la mémoire centrale et on met à jour la table. Donc lorsqu'on la met dans la page de la mémoire centrale, on récupère le numéro physique de la page et on le met dans la table, on initialise la case associée à cette page. Et bien sûr, on met à jour les descripteurs et les indicateurs de la table des pages mémoire. Bon, bien sûr, ça nécessite l'utilisation d'une table. Ça ralentit le système, mais c'est très important pour avoir cette fonctionnalité de la mémoire virtuelle. Ainsi se termine la leçon numéro 15. Pour toute information ou complément d'information ou exercice, vous pouvez vous connecter au site NetUno et cliquer sur MedNetU. Et merci pour votre attention.